Par rapport aux autres collectivités, départements et régions, les communes disposent d'une clause générale de compétence. Cela signifie qu'elles peuvent intervenir dans toutes les affaires répondant à un intérêt local, et ce depuis la loi municipale du 5 avril 1884, qui édicte que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Pour autant, et notamment depuis 1983, le législateur a eu de plus en plus la volonté de s'orienter vers une logique de spécialisation des compétences par catégorie de collectivités. Concernant ainsi les compétences dévolues aux communes, il est possible de dire que le législateur s'est efforcé de leur attribuer des compétences dites de proximité. La loi du 13 août 2004 tient à l'affirmer explicitement en disposant que les communes constituent le premier niveau d'administration publique et le premier échelon de proximité. La commune étant la collectivité territoriale la plus proche du citoyen, c'est cette collectivité qui a vocation à exercer les compétences qui touchent le plus directement la population. Notons toutefois que certaines compétences de proximité en matière sociale relèvent des départements. De plus, il n'est pas rare qu'un même domaine de compétences soit partagé entre plusieurs collectivités territoriales. Enfin, et peut-être surtout, le développement de l'intercommunalité, fortement encouragé par le législateur, fait en sorte qu'un certain nombre de compétences communales, parmi les plus importantes stratégiquement et financièrement, sont désormais exercées au niveau intercommunal. Nous préciserons dans un premier temps la définition de l'intérêt public local, puis présenterons les principaux domaines d'action qui relèvent de l'action communale, avant d'examiner les modalités de mise en œuvre des services publics locaux. La définition de l'intérêt public local. La clause générale de compétence attribuée aux communes nécessite d'identifier ce qui relève de l'intérêt public local. C'est essentiellement la jurisprudence qui a précisé cette notion. 3 conditions doivent être ainsi rassemblées. En premier lieu, la compétence générale d'une commune ne saurait méconnaître les compétences des autres collectivités publiques, et particulièrement de l'État. Mais cela concerne aussi l'impossibilité pour une commune de reprendre une compétence dévolue à une structure intercommunale. Le juge administratif veille ici au respect du principe d'exclusivité, de non-empiètement d'une collectivité sur une autre. En second lieu, la jurisprudence reconnaît que l'intervention de la collectivité répond à un intérêt public lorsqu'elle vise à satisfaire un besoin de la population de la collectivité concernée. Ce besoin est toujours apprécié très concrètement par le juge en fonction des justifications apportées par la collectivité de nature à établir un lien entre cette dernière et l'objet de son intervention. Enfin, l'intérêt public local est subordonné à l'existence d'une troisième condition, valable d'ailleurs pour le fonctionnement de l'ensemble des services publics. L'intervention locale doit répondre à une exigence de neutralité. En particulier, une collectivité ne peut intervenir pour un motif politique et doit respecter la laïcité. Les compétences des communes. La présentation qui suit des compétences communales ne se veut pas exhaustive. Nous nous limiterons à 4 domaines majeurs de l'intervention des communes: l'urbanisme, la culture, l'éducation et l'action sociale et sanitaire. Mais les communes sont également compétentes dans de nombreux autres domaines, comme par exemple les cimetières, les halles et marchés, l'assainissement, la collecte et le traitement des déchets ménagers, même si ces 2 derniers domaines ont été transférés désormais aux intercommunalités. L'urbanisme et l'aménagement sont historiquement parmi les principales compétences communales, même si, aujourd'hui, ces domaines relèvent également de plus en plus de l'échelon intercommunal. Ainsi, lorsque le droit moderne de l'urbanisme apparaît en France, avec la loi du 14 mars 1919, relative au plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension des villes, les nouvelles compétences en matière de planification urbaine sont confiées aux communes. Cette compétence complète celle reconnue aux communes en matière de voirie, l'entretien des voies communales ayant le caractère de dépenses obligatoires. 3 fonctions essentielles sont assurées par l'urbanisme. D'abord, la prévision de l'affectation des sols par les procédures de planification que sont les schémas de cohérence territoriale, les SCOT, de niveau nécessairement intercommunal,
les plans locaux d'urbanisme, les PLU, de plus en plus souvent intercommunaux, et pour les petites communes, les cartes communales. Ensuite, la réalisation des politiques urbaines locales grâce aux procédures d'aménagement, que sont en particulier les zones d'aménagement concerté, les ZAC, les opérations de restauration immobilière et les lotissements. Enfin, le contrôle de l'utilisation du sol par des mécanismes d'autorisation préalable, dont le type le plus courant est le permis de construire. Le domaine culturel. Les communes ont depuis longtemps mis en place des activités culturelles, comme en témoignent les théâtres et musées construits un peu partout en France, dans les grandes villes, à la fin du XIXe siècle. La jurisprudence a reconnu les activités culturelles comme des services publics, et la loi permet aux communes de créer des bibliothèques et des musées. Les communes sont également responsables des établissements publics d'enseignement initial dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art plastique. Depuis les années 1980, les politiques culturelles locales bénéficient d'importants financements, car elles contribuent souvent avec une indéniable efficacité à donner une image attractive de la ville. Enfin, les compétences que détiennent les communes en matière de protection du patrimoine contribuent également à la richesse de leur action culturelle. L'éducation. Les compétences que les communes exercent en matière d'enseignement primaire public sont anciennes, puisqu'elles ont été prévues dès les débuts de la Troisième République, notamment par la loi du 1er juin 1878. Si la politique pédagogique et la prise en charge des dépenses de traitement des enseignants restent de la responsabilité de l'État, les communes ont la charge des écoles primaires publiques. Elles sont propriétaires des locaux, ce qui implique qu'elles doivent en assurer la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. À ce titre, et à la différence des départements et des régions, elles doivent prendre en charge le financement des dépenses pédagogiques. C'est aussi aux conseils municipaux qu'il appartient de décider tant de la création que de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles, après avis du représentant de l'État. Lorsqu'une commune possède plusieurs écoles publiques, le conseil municipal détermine le ressort de chacune d'entre elles. Les activités périscolaires restent des compétences facultatives, dont l'objectif est de favoriser hors temps scolaire l'égal accès des élèves à des activités culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. La loi du 8 juillet 2013, d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, affirme l'importance et le rôle des collectivités pour développer ces activités périscolaires qui prolongent le service public de l'éducation en complémentarité avec lui. Elle propose ainsi l'élaboration et la contractualisation d'un projet éducatif territorial, et ce tout particulièrement dans la perspective de la mise en place, à partir de la rentrée 2013, d'une réforme des rythmes scolaires prévoyant une 5e matinée d'enseignement. Pour convaincre les collectivités, un fonds d'amorçage de la réforme a d'ailleurs été mis en place. L'action sociale et sanitaire. La compétence en la matière relève pour l'essentiel des départements. La loi a toutefois expressément maintenu les traditionnels bureaux municipaux d'aide sociale, dénommés depuis la loi du 6 janvier 1986 Centres communaux d'action sociale, les CCAS. Constitués sous la forme d'établissements publics administratifs, les CCAS exercent au niveau des communes ou de leurs groupements des compétences essentiellement complémentaires par rapport à celles qui relèvent des départements. Ils procèdent aux domiciliations des personnes sans domicile fixe, en habitat mobile ou en habitat précaire, afin de leur permettre d'avoir une adresse pour faire valoir leurs droits, notamment en matière de couverture maladie universelle, d'aide médicale de l'État et de revenus de solidarité active. Ils participent par ailleurs à l'instruction des demandes d'aide sociale légale, y compris pour les dossiers de demande d'allocation au titre du RSA. Les CCAS peuvent aussi exercer pour le compte des communes les compétences que le département a décidé de leur confier dans le cadre d'une convention. En matière sanitaire, les compétences du département n'ont pas mis fin à l'intervention des services municipaux de désinfection, lesquels se rattachent à l'un des aspects traditionnels de la police municipale et des services communaux d'hygiène et de santé. Ces derniers ont une mission de protection générale de la santé publique. Le fonctionnement des services publics locaux. Pour la mise en œuvre de leurs compétences, les communes s'appuient sur les services publics locaux.
La notion de service public ne diffère pas fondamentalement que celui-ci soit local ou national. On retrouve en conséquence la distinction entre services publics selon qu'ils ont un caractère administratif ou industriel et commercial. La différenciation peut aussi se faire suivant le mode de gestion, selon qu'il est géré en régie ou de manière déléguée. Dans tous les cas, les grands principes du service public s'appliquent. Principe d'égalité, principe de neutralité, principe de continuité et principe d'adaptation. Si la qualification de service public administratif ou industriel et commercial dépend d'un certain nombre de critères, fixés principalement par la jurisprudence et qui s'imposent aux collectivités, en revanche, pour le mode de gestion, le principe de liberté de choix par les collectivités territoriales demeure. C'est ainsi que les services publics peuvent être gérés soit directement par la collectivité, soit indirectement par un tiers, que celui-ci soit une personne publique ou une personne privée. La gestion étant régie dans le premier cas, elle est déléguée dans le second, la délégation pouvant être confiée à un établissement public local, à une société publique locale, à une société d'économie mixte ou à une entreprise totalement privée. Le service public en régie conduit la collectivité à assurer le service avec son propre personnel et ses propres ressources. Il est possible toutefois d'avoir recours à une régie indirecte qui peut bénéficier d'une personnalité morale ou simplement d'une autonomie financière. La gestion déléguée est le fait de confier par voie contractuelle, le plus souvent à une personne privée, l'exécution d'un service public. C'est une forme classique de gestion, utilisée depuis le XIXe siècle, en particulier dans le cadre d'une concession de services et ou de travaux publics, mais aussi sous forme d'affermage. Si les collectivités territoriales recourent largement et depuis longtemps à ces outils juridiques, ce n'est qu'assez récemment, depuis la loi Sapin du 29 janvier 1993 et sous l'impact du droit de l'Union européenne, que des règles communes relatives à la passation et au régime de ces contrats ont été édictées, en particulier lorsqu'il s'agit de confier le service à une entreprise privée. La procédure de passation est aujourd'hui encadrée par l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession. Il s'agit de respecter des principes de non-discrimination grâce à des procédures de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. Les offres présentées peuvent ensuite être librement négociées. C'est la personne publique délégante qui choisira in fine le délégataire. La notion de concession prévue par ce texte englobe 3 types de délégations. La concession proprement dite, contrat qui permet de confier au concessionnaire la prise en charge des investissements nécessaires au service public. En contrepartie, le concessionnaire se rémunère sur les résultats d'exploitation du service public en percevant des redevances sur les usagers. La durée de concession tient compte du temps nécessaire à l'amortissement des investissements. L'affermage, contrat par lequel le délégataire exploite des infrastructures que les collectivités mettent à sa disposition. La rémunération se fait dans les mêmes conditions que la concession. La régie intéressée, enfin, le délégataire est rémunéré directement par la collectivité et non par les usagers, étant précisé qu'une part de la rémunération est indexée sur les résultats d'exploitation de l'activité. Le point commun entre ces différents contrats réside dans la part de risque supportée par le délégataire, qui doit être réellement exposé aux aléas du marché.